Bonjour à tous et bienvenue sur La Nuit Américaine, l'émission qui vous parle et qui vous présente tous les sports US. Cette semaine, émission spéciale première année et aussi émission spéciale sur la NFL parce qu'on avait les finales de conférence. Donc autour de moi, un plateau que des premières années. Alors Yann, c'est ta première émission, comment Ouais, ça va? ça va, hein, tranquillement. Un peu stressé, mais Ok, ça va. ça va. Léa, on t'a déjà vu sur beaucoup d'émissions, t'es un peu la star de l'école, comment ça va? Ça va nickel, merci. Mathéo, le plus vieux d'entre nous parce que monsieur est en Ouais, master, c'est ça. comment Je suis ça le va? papa de l'émission. Ça va très bien, merci pour l'invitation. Salut tout le monde. Ça va être une super émission. Yanis, comment ça va? Comment se passent les partiels d'ailleurs? Moi ça va très bien, les partiels se passent très bien, le match a été bon, content d'être là. Ok, et du coup pour le sommaire, comme d'habitude, vos 4 chroniques. Et après on va finir avec un quiz avec 3 questions et un petit jeu sur la NFL. J'espère que vous avez tous bien révisé. Léa, je compte sur toi pour gagner le quiz. Oui. On va commencer tout de suite avec toi Mathéo. Tu aurais pu nous parler des actus NBA avec Wemby pour la première fois titulaire au All-Star Game. Ou encore OKC qui est dans une passe pas trop bonne. Mais tu as choisi de nous parler d'un homme, une icône, qui s'est fait honorer par les Chicago Bulls ce week-end. C'est ça, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire. C'est celle de Derrick Rose. J'espère que le nom parle à tout le monde. Donc je vous propose de faire un petit bond dans le passé. On va se retrouver en 2008 à New York, le 26 juin, un soir de draft NBA. Donc les Chicago Bulls possèdent le premier pick. Et dans la draft, il y a des gros noms qui vont sûrement vous dire quelque chose. Russell Westbrook, DeAndre Jordan, Kevin Love. Mais celui qui sera drafté numéro 1, ce sera bien Derrick Rose par Chicago. Donc il démarre dès sa saison rookie. Il redonne une identité aux Bulls. Voilà, les Bulls qui étaient pourris depuis l'époque de Jordan. Voilà, il commence à les remettre sur le devant de la scène. Il finit d'ailleurs rookie de l'année, donc devant tous les noms que j'ai cités tout à l'heure. Il va même battre un record cette année-là. C'est que pour son premier match de playoff, c'est lui qui va mettre le plus de points pour un rookie. Il va mettre 36 points. Il va égaler la légende Kareem Abdul-Jabbar, quand même un gros nom. Puis arrive la saison 2010-2011. Et là, c'est la consécration pour Derrick Rose. Il n'a que 22 ans. Et il devient le plus jeune MVP de l'histoire de la NBA. Devant Kobe Bryant, devant LeBron James. Il est encore aujourd'hui le plus jeune. C'est ça, il est encore aujourd'hui, 22 ans. C'est lui que les votants choisissent. Et cette saison-là, il est hors norme. Il porte Chicago à la première place de la conférence Est. Et même première place de la ligue. De la ligue, ouais, devant par exemple le Big Three de Miami, LeBron, Chris Bosh et Dwayne Wade. Voilà, 62 victoires, 20 défaites. Un bilan vraiment honorable. Voilà, les Bulls redeviennent le visage de la NBA avec son pote Joachim Noah, un Français. Derrick Rose, il représente la ville de Chicago, le gamin venu de Chicago qui perce à Chicago et qui monte Chicago sur le devant de la scène. Voilà, c'est l'enfant de Chicago qui devient le héros de la ville. Et malheureusement... Et l'histoire a été très belle, et peut-être un peu trop belle pour être vraie. C'est ça. Toutes les bonnes histoires ont une fin, même si celle-là était un peu courte. Malheureusement, le 28 avril 2012, pour le premier match des playoffs, Chicago reçoit Philadelphie, c'est ça. Premier match, Derrick Rose, il joue un garbage time, donc c'est quand le match est plié. Souvent, les stars sortent, et là, Derrick Rose ne sort pas. Et résultat, son genou lâche, rupture des ligaments croisés. Et malheureusement, on ne le verra plus jamais à son plus haut niveau. Voilà, ensuite, il va aller dans plusieurs franchises. Il va partir à New York, il va passer par Cleveland, Minnesota, Détroit. Et il va finir à Memphis en septembre 2024, où il aura joué 15 saisons en tout dans la ligue. Voilà. Et Derrick Rose, pourquoi on en parle dans l'actualité? C'est parce que son maillot a été retiré à Chicago. Plus personne ne pourra porter le numéro 1 aux Bulls. Donc il rentre à jamais... dans la légende, il a son maillot à côté de celui, par exemple, de Michael Jordan. C'est quand même quelque chose. Hein. C'est quelque chose. Voilà, Chicago célèbre un joueur, mais aussi une époque. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, hein, Chicago était vraiment nul depuis Jordan, et lui, il les a remis sur le devant de la scène. Voilà, son histoire restera accrochée désormais en haut du United Center. Rien que pour ça, merci Derrick Rose. Merci. Et c'est un grand joueur qui peut-être mérite le Hall of Fame, ou peut-être pas, c'est un petit débat. Ce serait peut-être le premier MVP de l'histoire qui n'aurait pas le Hall of Fame. Je pense qu'ils vont lui donner. Ça serait un peu dommage de ne pas le donner à Derrick Rose. Et c'est vrai que tu l'as dit, que les Bulls, ils ont eu Jordan. Et si t'enlèves Jordan, l'histoire des Bulls... Ils ont eu un creux immense. Mais même avant Jordan et après Derrick Rose, on a eu des années un peu avec Butler qui était pas mal. Mais Derrick Rose, c'est vraiment... Il y a Michael Jordan, Scottie Pippen, années 90. Et après, Derrick Rose, dans les années 2010, qui nous a tous fait rêver. On dit souvent que c'est le plus grand what if de l'histoire, Yanis. Oui, en effet, moi je pense honnêtement que Derrick Rose aujourd'hui pourrait très bien rentrer au Hall of Fame. Énormément de grandes stars qui se sont fait retirer des maillots sont rentrés au Hall of Fame. Je vois pas pourquoi lui, en particulier, qui a porté une franchise pendant énormément de temps.
Enfin, énormément. Mm. Pas tant, mais en Justement, tout cas, il a porté assez haut, tu penses? exactement. Oui, Ouais. oui. Je pense qu'il a porté vraiment assez haut. Bon, pas de quoi concurrencer non plus Jordan, mais enfin, il est quand même allé chatouiller le haut du grand maître à Chicago Bulls. Toi, Yann, quand on dit Derrick Rose, ça t'évoque quoi? Bah, ça m'évoque un très grand joueur. Enfin, c'est le plus jeune MVP, donc Mhm. c'est quand même qu'un joueur, il a une qualité. Et puis, je pense que pour beaucoup de jeunes, c'est une source d'inspiration Mhm. parce qu'il s'est blessé, mais il est quand même revenu. Derrière, il a fait des gros matchs, notamment avec les Wolves. Ouais, il a mis 50 points, Ouais, et c'est son ça. record Ouais, en ouais, Je n'ai carrière. pas parlé. Ouais. Voilà. Donc, et puis quand on voit maintenant sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui parlent de Derrick Rose, donc Mhm. je pense que c'est quand même quelqu'un qui est resté dans les mémoires. Donc ça montre qu'au final, c'est un grand joueur. Et Léa, toi, t'en penses quoi, les destins brisés comme ça ça marche dans le sport, mais un peu partout, quand il y a une grosse blessure ou un gros raté, c'est difficile de remonter. Et qu'on le voit avec Derrick Rose, il est jamais revenu à son meilleur niveau. Ça arrive souvent dans le sport, t'en penses quoi? Bah oui, c'est vrai que j'en pense que même pour le mental, ça doit être difficile quand on est au plus haut et que d'un coup, on est au fond du trou et qu'on n'arrive jamais à redevenir aussi bon que ce qu'on était. Ça doit être super difficile. Et comme ils l'ont dit, moi, c'est un des seuls noms, parce que la NBA, c'est pas trop mon truc, Mhm. mais Derrick Rose, Curry, Jordan, Ouais. c'est un peu les seuls noms que je connais, quoi. Et Ok. donc c'est vraiment, c'est vraiment une star et qu'il mérite, comme tu as dit, le Hall of Fame. À voir, normalement, il devrait l'avoir. Mais Oui. en tout cas, ça fait plaisir de voir un nouveau maillot retiré des Bulls. Il devrait avoir Rodman en haut, selon moi, mais il est toujours pas. Bon, ça, on verra. dans Ça va les pas années. tarder normalement. Ça, on verra dans les années à suivre. À toi, Lyr, tu vas nous parler des équipes qui auraient dû faire partie du haut du panier et qui s'avèrent être finalement des flops dans cette saison de la NHL. Oui, exactement. Et je vais commencer par vous parler d'une franchise historique qui fait partie de la conférence Est. Depuis quelques années déjà, ils ont une baisse totale de régime. Et cette saison, rebelote parce qu'ils sont derniers de leur classement. Il s'agit des New York Rangers. Dès la pré-saison, ils se sont montrés très inquiétants pour leurs fans. Sur 6 rencontres, ils n'ont remporté que 2 matchs. Au début de la saison, ils ont réussi à faire taire les critiques car ils ont connu uniquement 2 défaites en 9 rencontres, jusqu'à être premiers de la conférence pendant quelques jours. Mais la flamme s'est très rapidement éteinte. Et depuis fin décembre, c'est la descente aux enfers pour les Rangers. Mais maintenant, je vais vous laisser deviner, en 14 rencontres, à votre avis, combien de fois sont-ils repartis avec la victoire? Je dirais 2. 3. Yann? Je dirais 3 aussi. Moi, j'ai lu. Oui, du coup, c'est ça. Ils sont uniquement repartis 3 fois avec la victoire. Et en plus, ils ont connu de belles rousses quand ils ont perdu. On retient notamment la défaite 10-2 contre Boston ou encore 8-4 contre Ottawa. Ça pique. Oui. Ouais. Et d'ailleurs, ce soir, ça fait un mois tout pile que cette période sombre a débuté et qu'ils sont passés de 6e à dernier de la conférence Est. Ça pique. Et New York, c'est pas la seule franchise franchise historique qui réalise un début de saison très compliqué. Exactement, et pour cela, on va partir de l'autre côté, on va partir à l'ouest, où le scénario il se répète, avec une franchise, donc, comme il a dit Léo, historique, une franchise de légende, et il s'agit cette fois-ci des Winnipeg Jets. Depuis le début de la saison, tout à fait similaire en fait avec les New York Rangers. Le vent était en poupe au début, jusqu'à début novembre, où les Jets étaient premiers, voire deuxièmes, je ne sais plus exactement. Mais très rapidement, les défaites se sont enchaînées. Et à nouveau, petite question. Combien de fois sont-ils repartis avec la victoire sur 11 matchs? Moi, je sais, j'ai lu. Vas-y. Ouais, je dirais 4. Ouais, 5, Ah 4. ouais. Moi j'aurais dit 2, 3. Eh Allez, ben, 2. c'est beaucoup moins que ça. Hein C'est 0. Et oui, ouais. en fait, ils sont repartis avec 0 victoire donc enregistrée. Ils sont maintenant 14e à l'ouest avec 10 points d'écart sur le 8e, donc assez loin d'être qualifiés pour les playoffs. Je précise parce qu'en fait, c'est à partir de la 8e place qu'on est sélectionné pour les playoffs, comme je sais qu'il y en a qui connaissent pas trop la NHL. D'ailleurs, NBA, c'était comme ça un peu avant. Ok. Et du coup, tu nous as parlé des 2 plus gros flops de la saison. Mm. Il y a des équipes qui s'en sortent un peu mieux quand même. Est-ce qu'il y en a pour qui rien n'est perdu parce qu'il reste encore la moitié de la saison? Ouais, exactement. Et pour cela, donc, on retourne à l'Est, et plus précisément à Columbus, où cette fois-ci, les Blue Jackets remontent bien la pente. Eux, c'est un petit peu particulier parce qu'ils connaissent une saison en dents de scie. Ils alternent entre des victoires et des séries de défaites. Mais depuis la mi-janvier, ça va mieux. Et on va penser que c'est les bonnes résolutions pour la nouvelle année. Ils sont donc ressortis victorieux 6 fois lors des 7 derniers matchs, ce qui leur fait gagner 2 places. Ils ne sont plus qu'à 8 points du top 4. Donc franchement, ils sont pas mal remontés.
Bon, on le sait qu'à l'Est, c'est bien plus serré et que les franchises sont dans le mal. Et cela continue parce que pour les Blue Jackets, pourraient très vite se retrouver dans le haut du tableau. Cette fois-ci, donc, on va encore rester à l'Est parce qu'à l'Ouest, les flops sont des flops et je pense resteront des flops. Enfin, du moins, au vu des performances qu'ils font jusqu'à maintenant. Donc, cette fois-ci, direction le New Jersey, où on va retrouver, qui sont juste devant les Blue Jackets au classement et qui peuvent tout autant créer la surprise. Ils ont connu un début de saison stratosphérique avec 8 victoires consécutives, mais ils se sont rapidement essoufflés. Mais ces dernières semaines, les Devils reviennent bien. Certes, ils n'ont gagné que contre les équipes du bas du tableau, mais on remarque bien une meilleure dynamique et un meilleur état d'esprit. D'ailleurs, petit point actu, ils se sont affrontés hier soir, enfin dans la nuit de hier soir, contre les Jets, et le match était très très serré. Le niveau a beaucoup augmenté, mais ils sont repartis avec une défaite parce que c'est les Jets qui ont gagné 4-3. Mais bon, à voir comment va finir la saison, comment ça va se dérouler la deuxième partie de la saison surtout, parce qu'on le sait, en NHL, tout peut se jouer. C'est vrai qu'en NHL, le niveau est beaucoup plus homogène qu'on peut le voir en NBA. Il y a souvent des retournements de situation. Comme tu as dit, les Jets, ils étaient premiers. Là, ils sont dans les derniers. Mais ça se trouve, dans un mois, ils seront pour les playoffs. Vous pensez quoi des franchises comme ça qui sont vraiment presque aléatoires dans la saison? Ils passent du premier, du tout au tout, du premier, dernier. Après, des fois, ils reviennent, ils vont en playoffs et ils peuvent faire un parcours. Vous pensez quoi, même que ce soit en NBA, en NHL ou dans le sport américain, Yanis? Je pense que souvent c'est un changement d'état d'esprit dans l'équipe. En général, peut-être une motivation qui se crée à force de perdre, ou le coach qui vient mettre bouchée double à l'entraînement ou dans le vestiaire. Mais c'est toujours beau à voir parce que, bon alors, beau à voir quand il passe de premier à dernier, non. Mais quand on passe, je sais pas, du bas de tableau à peut-être jouer les playoffs, c'est toujours autant magnifique. Et je pense qu'on peut pas ne pas aimer des équipes comme ça qui viennent créer la surprise parce qu'ils rajoutent justement de l'action dans le championnat, les outsiders. Et puis, non, c'est très beau. Oui, aussi, Yann, il y a le transfert qui peut jouer un rôle. Là, on sait que la période de transfert, que ce soit en NHL ou en NBA, va bientôt se clore. Et c'est là qu'il y a les plus gros mouvements. À quel point tu penses qu'un transfert peut tout changer dans une saison? Que ce soit en NHL ou en NBA, par exemple. Ça peut changer une saison parce qu'il y a peut-être des équipes qui cherchent à se renforcer, qui misent tout là-dessus pour la fin de la saison. Donc forcément, les équipes après, derrière, si elles ont un bon joueur et qu'elles n'étaient pas forcément performantes, derrière, forcément, elles vont remonter. Et c'est aussi surtout la confiance, je pense, parce que je pense que ça doit marcher par cycle. Si tu gagnes, tu continues à gagner, mais dès que tu perds, forcément, derrière... Ouais, c'est sur des runs que tu enchaînes les matchs, les victoires. Ouais. Tu penses que les Jets ils vont réussir à remonter ou que cette victoire, c'est anecdotique? Non, je pense qu'ils ont toujours un moyen de remonter. Après, remonter jusqu'au playoff, je pense pas, mais on verra. La saison n'est pas terminée, donc on verra comment ça va se passer. En parlant de saison, la saison de NFL elle va bientôt toucher à son terme. On avait les finales de conférence. Et du côté de l'AFC, Yann, les Patriots se déplaçaient à Denver, chez les Broncos. Oui, c'était une rencontre au sommet entre le premier de l'AFC et le deuxième. Bon, les deux équipes avaient le même bilan, 14 victoires pour seulement 3 petites défaites. Et l'enjeu de ce choc était simple, une place pour le Super Bowl à Santa Clara le 8 février prochain. Donc pour remettre un peu de contexte, les Broncos étaient en quête d'un 4e titre et d'une première apparition au Super Bowl depuis la saison 2015. Et du côté de la Nouvelle-Angleterre, on visait un 7e titre et un premier Super Bowl depuis la saison 2018. Et au final, on a assisté à un match assez défensif, pas très plaisant à regarder, je dois dire. Et on a vu les Patriots s'imposer 7-10. Ouais, un petit score pour un grand match, enfin ce qui devait être un grand match et qui n'a pas tenu toutes ses promesses. Dès les premières actions, on a pu voir que en fait, c'était les défenses qui jouaient un grand rôle. Elles étaient bien en place. Il y a eu un seul touchdown inscrit dans le premier quart-temps par Cortland Sutton pour les Broncos, donc portant le score à 0-7. Et c'était au tout début du match en plus. C'était au tout début du match. Donc, il ne s'est plus rien passé. Ils ont marqué au bout d'une minute et tout le reste du match, ils ont pas. Et après, du coup, les Patriots, ils ont répondu avant la fin du deuxième quart-temps grâce à un touchdown à la course de leur quarterback Drake May. Drake May, ouais. Et juste avant la mi-temps, les deux équipes, elles ont loupé un field goal chacun. Et donc, ça permet de rejoindre les vestiaires en score de parité. Donc là, je me suis dit, bon, peut-être qu'on va avoir une belle seconde mi-temps. Et pas vraiment, parce que on a eu quand même, en deuxième mi-temps, on a eu une rencontre encore plus fermée que la première mi-temps. À 5 minutes de la fin du troisième quart-temps, les Patriots marquent un field goal de 23 yards, donc ils prennent 3 points d'avance.
Et à noter qu'à la fin de ce troisième quart-temps, il y a eu beaucoup de neige qui est tombée. Et ça a vraiment, je pense que ça a joué sur les attaques. Et les conditions même, il y avait beaucoup de vent. Tu disais qu'il avait raté des field goals, mais il y a eu beaucoup de vent. Et surtout qu'un des 2 field goals ratés était à toute dernière seconde. Du coup, ils ont tenté de 63 mètres, 130 yards. Donc ça arrive souvent qu'ils ratent là, c'est normal. Et puis surtout sur le dernier quart-temps, on a vu qu'avec la neige, il y avait beaucoup de déchets. Et à 5 minutes de la fin du match, les Broncos tentent un field goal de 46 yards, donc c'est quand même assez loin, pour égaliser. Mais ça passe pas. Donc la rencontre s'achève donc 7-10 pour les Patriots, et c'est donc les Patriots qui iront au Super Bowl. Victor des Pats, oui, mais cette finale à NFC, elle s'est peut-être jouée il y a quelques jours avec une terrible blessure. Et oui, c'est la blessure de Bo Nix, le quarterback titulaire, qui est quand même une grande star de la NFL et qui est un grand joueur. Il s'est blessé au tour précédent. Donc je pense que ça a joué dans cette finale de conf, parce que déjà il y a un enjeu majeur, la pression elle est forcément très haute, et puis le quarterback qui a joué à sa place. Et justement, en fait, il nous a surpris sur le première réaction. Il a directement mis le touchdown. On s'est dit, mais il fait quoi? Et après, il s'est éteint complètement. Il a fait une action. Il n'a plus rien fait, mais je pense que c'était un peu à l'image de l'attaque des Broncos. Ils ont mis le premier touchdown. On s'est dit, ils vont peut-être dérouler. Et au final, clairement pas. Ça. Donc, pour Denver, c'est la fin d'une saison qui reste quand même assez belle, parce qu'ils ont fait une énorme régulière avec 14 victoires, donc c'est pas rien. Et un beau parcours en play-off qui s'arrête en finale de conf, donc c'est pas... Ils n'ont pas à rougir de... Non, pas du tout, et je pense que l'année prochaine, ils reviendront plus fort avec Bo Nix. C'est ça. Ça arrive de temps en temps comme ça qu'un quarterback se blesse, et surtout un quarterback en NFL, on sait que ça joue beaucoup, Yanis. Est-ce que tu savais déjà que les Broncos allaient perdre, ou tu t'es dit que la folie du public à domicile, ça pouvait jouer, ou la finale était jouée d'avance? En tout cas, ce que j'avais pas prévu, c'était un match avec un si petit score. Je m'attendais vraiment à un match très proliférique de la part des deux équipes, mais finalement pas du tout. Mais je pense que non, ça a réellement eu un énorme impact sur la victoire des Patriots cette nuit-là. Limite même à dire que je pense que s'il avait été là, ils auraient eu leur chance. Ouais, c'est sûr qu'en playoff, on a toujours besoin de sa star. Mais en l'occurrence, le match, je pense que pour ceux qui découvrent la NFL, c'était le pire match à regarder. Je sais pas si vous l'avez vu. Je pense que pour découvrir la NFL, c'était le pire match possible. Tu te dis, c'est la finale de conférence, ça va être serré. Il y a un très bon quarterback d'un côté, une grosse équipe de l'autre. Et finalement, en fait, c'était 17. C'est un score au hockey. Ça m'aurait moins surpris, quoi. Enfin, c'était un peu décevant pour une finale de conf. Mais aussi les enjeux, les conditions météo, comme tu l'as dit, ça a pu jouer. Mais du coup, les Patriots vont aller en Super Bowl. Et qui les rejoindra? Yanis, du coup de la NFC, pardon. On a assisté à un match beaucoup plus prolifique, comme tu l'as dit, entre Seahawks et Rams. Oui, moi personnellement, je trouve que c'est pour des nuits comme celle de dimanche à lundi qu'on reste éveillé, qu'on accepte de lutter contre le sommeil, pour sentir cette tension unique que seulement le sport de très haut niveau peut offrir. Depuis un Lumenfeld incandescent, on a eu une très grosse rencontre entre les Seahawks et les Rams qui se sont livrés une véritable bataille acharnée dans cette finale de conférence, avec une place au Super Bowl, du coup, face aux Patriots, comme unique horizon. Dès les premières minutes, le ton a été donné, il y a eu de l'intensité, de l'engagement, et les deux équipes étaient prêtes à tout laisser sur le terrain. Mais face à un Seattle parfaitement organisé, aussi bien offensivement que défensivement, les Rams vont pas montrer leurs limites dans la gestion du temps, et surtout des moments clés. Le tournant du match, il intervient sur un retour de punt mal organisé. Le receveur Xavier Smith, chez les Rams, il laisse échapper le ballon en touchant le sol, offrant une possession cruciale aux Seahawks. Seattle ne se fait pas prier, en profite immédiatement, creusant l'écart pour prendre 10 points d'avance. Un coup dur dont les Rams se remettront jamais vraiment, parce qu'ils vont continuer à courir derrière le score quasiment tout le match. Et condamnés du coup à courir après le score, les hommes de Los Angeles vont pourtant tenter excusez-moi, de s'accrocher. L'attaque répond présente avec un Matthew Stafford spectaculaire ce soir-là. Il multiplie les initiatives, il maintient son équipe en vie, mais à chaque retour des Rams, les Seahawks répondent avec calme et sérénité. C'est toute la différence dans ce genre de rencontre, c'est la maturité de l'équipe. Et ce soir-là, les Seahawks n'ont jamais paniqué, jamais précipité leur jeu, imposant leur rythme jusqu'au bout. Et on sait que pour gagner des matchs de NFL, il faut une équipe. Mais dimanche, c'est un joueur qui a porté Seattle. Effectivement, c'est Sam Darnold du côté des Seahawks. Il a représenté vraiment, encore une fois, cette sérénité de la part de Seattle. Le quarterback a livré une prestation d'une grande intelligence. Pas de folie inutile, pas de passe forcée, une lecture du jeu, mais absolument magnifique. Et une gestion parfaite du tempo. Et c'est, à mon avis, ce qui a clairement fait gagner les Seahawks.
À ses côtés, il y a Jackson Smith-Njigba, qui a incarné le facteur X offensif. C'est peut-être le meilleur receveur de la ligue actuellement. Très clairement, à mes yeux, très clairement. On a aussi vu Rashid Shahid, qui a Ouais. été franchement étincelant ce soir-là. Mais Smith-Njigba a été totalement décisif ce soir-là. Peu bruyant, terriblement efficace. Le receveur a constamment répondu présent dans les moments chauds avec des troisièmes tentatives converties, des réceptions clés pour relancer les drives, des actions qui font respirer tout un stade. Leur connexion a clairement marqué le point de bascule dans cette rencontre. En face, malgré la défaite, la performance des Rams mérite d'être soulignée. Ils n'ont pas été mauvais. Ils ont juste été moins bons. Matthew Stafford a été impressionnant de courage et de précision, mais trop d'occasions manquées et un manque de constance défensive auront finalement coûté cher. À ce niveau de la compétition, la moindre erreur se paye content. Score final 31-27 pour les Seahawks, qui valident leur billet pour le Super Bowl et qui du coup vont rencontrer les Patriots. C'est un rendez-vous programmé dans la nuit du dimanche 8 au lundi 9. C'est ça. Seattle arrive lancé sur 2, mais conscient que le plus grand défi contre les Patriots se tiendra ce soir-là. Et toi, tu en penses quoi entre Patriots et Seahawks? Qui va gagner dans ce duel qui rappelle les années Tom Brady? Alors déjà sur Seahawks Rams, moi j'étais personnellement je pensais que les Seahawks allaient gagner. Ouais. Ils ont déjoué les pronostics parce que normalement les Rams étaient annoncés gagnants. Oui, avec Matthew Stafford qui est annoncé Exactement. comme le MVP peut-être. Oui. Mais entre Patriots et Seahawks, je verrais bien les Seahawks gagner quand même. On parle quand même de la meilleure défense de la ligue. Ils ont une sorte de maturité défensive. Et même quand ils l'ont pas, ils ont quand même une offensive qui est peut-être un peu moins bonne, mais qui est toujours présente. Avec encore une fois, Sam Darnold et Smith-Njigba qui font clairement le travail du côté offensif. Les équipes spéciales sont très bonnes. La défense est bonne. La gestion du tempo est bon. Je pense que les Seahawks pourront venir vaincre les Patriots. Ok, les Seahawks. Et Yann, t'en penses quoi? Ouais, je pense que je vais rejoindre Yanis. Je pense que Les Seahawks. ils sont assez impressionnants. Puis ce qu'on a vu en finale de conférence du côté des Patriots, ça donne pas forcément confiance au vu du Super Bowl. Après, je pense que Drake May a pas forcément fait une énorme finale de conf. Donc peut-être qu'il va avoir... Après, sur les deux actions décisives, il a été Oui. là. Ouais. Mais c'est sûr que oui, il a pas le rendement vu habituel. qu'il y a eu 10 points, c'est sûr que ouais. Mais je pense qu'il peut-être il va avoir à cœur de se racheter et Ok. d'offrir un Super Bowl aux Patriots. Mais je dirais quand même les Seahawks. Ok, et Léry, entre Patriots et Seahawks, t'en penses quoi? Alors, je m'y connais pas du tout en NFL, Mhm. mais par esprit de contradiction, je dirais les Patriots. Ok, Mathéo? Bah, je me range pareil, Patriots. Moi, c'est un nom qui me parle, les Patriots. Parce Les que Seahawks, je connais pas du tout. C'est Tom Brady qui Ouais, voilà, était, Tom Brady, ça parle tout de suite. aux Patriots. Et vous me demandez pas mon avis, mais je vais le donner. Moi, je dirais les Patriots parce qu'ils ont battu 3 des 5 meilleures défenses sur leur parcours en playoff. Et que je vois bien les Patriots battre leur 4e défense d'affilée. Et Drake May, il est peut-être jeune, peut-être pas assez d'expérience, mais je pense que justement, c'est la folie de cette jeunesse qui va tout faire. Et je trouve ça serait beau aussi que les Patriots gagnent sans Brady, parce qu'ils l'ont jamais fait. Et vu ce que les Seahawks ils avaient proposé contre Brady à l'époque, je vois bien un scénario un peu pareil, les Seahawks qui ont la balle de la victoire entre les mains et qui se ratent dans les dernières minutes. Donc ça, on verra dans 2 semaines, le lundi 9, dimanche lundi. Et on en parlera à la prochaine émission qui se déroulera le mercredi 11 février avec une émission spéciale. Du coup, là, on va passer au quiz directement. 3 questions et un petit jeu. On va commencer avec 3 questions. D'abord, la question NBA. C'était l'info de la semaine en NBA. LeBron James ne sera pas titulaire du All-Star Game 2026. Pourtant, c'est bien lui qui détient le record de sélection en tant que starter. Combien de fois LeBron a été titulaire du match des étoiles? 19. Ouais, moi j'allais dire 18. 19. 20. Et Léra, tu gagnes 1 point sur le quiz sur la question Oh. NBA, c'est incroyable. De 2005 à 2025, il a été titulaire à chaque fois, ça fait 21. Et du coup, bravo Léra, tu me surprends. Et elle a juste lu avant, mais c'est pas grave. Ah non, même pas. Je triche pas, moi. Pour la question NHL, j'ai fait au plus simple. Montréal est l'équipe la plus titrée de l'histoire. Combien de titres ont-ils remporté? J'espère que Camille est en régie si vous l'avez pas, mais faites au plus proche. 15. 15, Je dirais 22. 22. Ouh. 12. Moi j'irais sur 13. Et Yann est le plus proche, pas très loin, c'était 24. J'espère que tu l'avais en régie. Camille ne l'avait pas en régie, mais c'est pas grave. Donc ça fait 1-1, 0-0. Réveillez-vous, mais après le jeu compte pour 2 points, donc vous pourrez Parfait, toujours voilà. refaire. Comme tu nous disais, Yann, le remplaçant de Bonix, Jarrett Stidham, n'a pas réussi à qualifier son équipe pour le Super Bowl. La question est la suivante. Quel quarterback remplaçant
a été le dernier à qualifier son équipe pour le Super Bowl? Si vous l'avez pas, en quelle année? Je l'ai fait un peu Je dur, laisse, hein. je laisse Yannis et Yann Ah, merci. répondre. On peut pas avoir un indice, peut-être? Tu l'auras, si tu l'as pas, tu l'as pas, je pense. Il y a un Mais appel. dis une année. Cherchez l'année, j'accorderai le point. 2012. 2012, ok. Ça me paraît loin. Je dirais. Non, je dirais 2014. Ok, 2019. ok. 2024. Non, parce que j'étais juste il y a 2 ans, mais du coup c'était en 2018, t'as dit 2014, c'était le plus proche. 2019. il a dit. Ah ben c'est Ah, plus bien proche, c'était joué. encore plus proche. C'était Nick Foles pendant la saison 2017-2018. C'était le quarterback remplaçant des Eagles. Il avait remplacé après la blessure au genou de Carson Wentz. Il avait ensuite mené Philadelphie à la victoire contre les Patriots de Brady. Et il avait même empêché le titre de MVP du Super Bowl. Enfin, une belle histoire qu'on aurait peut-être pu voir pour les Broncos, mais ça n'a pas été le cas. Et on va finir avec le petit jeu. Je vais vous dire. Donc, il y a 32 franchises en NFL. Il y en a 20 qui ont gagné au moins une fois le Super Bowl. Il va falloir me dire un par un. Si vous n'avez pas le nom de la franchise, vous dites la ville, je vais l'accepter. Et du coup, un par un. Le premier, dès que vous vous trompez, c'est dehors. Et le dernier qui tient, ok. continue à jouer. Qui veut commencer? Yann, tu commences. Léa, et après on tourne comme ça. Les Patriots. Les Patriots. Léa, Faut dire une ville du coup. tu peux dire une ville si c'est pas la franchise. New York. New York. Et il y a les New York Jets qui ont gagné. Et les New York Giants qui ont gagné aussi. Donc bravo Léa. Mathéo. Je vais dire une ville aussi, on va dire Seattle. Seattle. Les Seahawks, oui, bien sûr, ils ont gagné. Les Eagles. Oui, les Eagles ont gagné l'an dernier, champion en titre. Yann, Les Broncos. les Broncos, vrai. ils ont gagné 3 fois, ouais. Vas-y. Los Angeles. Los Angeles, les Rams ont gagné. Vas-y. Ça va. Il n'y a pas les Chiefs. Les Chiefs ont gagné, bien sûr, avec Mahomes. Les 49ers. Bien sûr. Les Tampa... Non, Buccaneers. Buccaneers, justement, oui, ils ont gagné avec Brady, le seul titre de leur histoire. Redis une ville. Ouais, mais je n'ai aucune idée. Miami. Miami, les Dolphins, bien sûr, ont gagné. Bravo, les une grosse culture. Vas-y. Je vais redire une ville, on va dire Dallas. Dallas, oui. C'est les Cowboys qui ont gagné, bien sûr, 5 fois. Vous allez tous les avoir. En fait. Je dirais. Mais non, du coup, 49ers, j'ai déjà dit, San Ouais. Francisco. Dans le Texas. Il a déjà dit. Ça a été déjà dit. Les deux, les deux équipes à New York ont déjà été dit. Ouais, vu qu'elle a dit la ville, j'ai donné les deux. Détroit. Détroit, je crois pas. Non, ils ont même pas participé au Super Bowl. C'est dehors, je suis désolé, tu vas finir avec 0 points, c'est pas grave. Yann, Les Falcons. les Falcons, ils ont participé 2 fois, mais ils ont jamais gagné. Léa, tu peux peut-être gagner, donc on croit en toi, vas-y, continue. T'as des villes que tu peux trouver comme ça. Ah ouais? J'en ai aucune idée. Dis une ville, pense aux États-Unis. Washington. Washington, bien sûr, les Commanders, ils ont gagné 3 fois. Léa, elle est trop forte. Vas-y, Mathéo. Boston. Boston, du coup, c'est New England et c'est les Patriots, on l'a déjà merde. dit. Je te laisse, vas-y, une deuxième. Une autre ville, on va dire Orlando. Orlando, ils n'ont pas de franchise dans la NFL, Ah du bah coup, ouais, c'est fini. C'est fini, Léa a gagné. Une question ou 2 questions? Non, Une question et le jeu, c'est incroyable, tu finis avec 3 points, c'est énorme. Tu l'avais dit au début que j'allais gagner. Je l'ai dit Ouais. et j'y croyais vraiment et bravo. Je vois que tu as beaucoup bossé et vraiment je te remercie. En tout cas, on arrive bientôt normal. au terme de l'émission et j'espère que c'était bien pour vous, vous êtes régalés. On se retrouve dans 2 semaines, continuez à suivre nos réseaux sociaux auxquels Mathéo et Yann participent déjà un peu. Sur la nuit NBA, la nuit NHL avec Camille en régie et la nuit NFL, justement, il y a le Super Bowl qui arrive. On aura une vidéo juste après le Super Bowl. Oui, je vais faire un montage juste après à 4h du matin, oui. Normal. Et du coup, je vous dis à dans 2 semaines et merci de nous avoir écoutés.